Soir. Marceau. Le soir. Radio X. 8h42, vous êtes à l'antenne de Radio X. Merci beaucoup d'être là. Vous écoutez Marceau le soir. Sans Marceau qui profite de très belles vacances, mais sera de retour la semaine prochaine. Donc, c'est l'autre Yannick, pas Marceau, mais bien Tremblay, qui le remplace. Également, Laurence Gagnon, qui est toujours à mes côtés pour m'assister et assurer que je veille, bien sûr, au bon déroulement de cette émission sans trop la dénaturaliser. Voilà est le bon mot. Et Dénaturer. Dénaturer? Merci. C'est justement pour ça que t'es là. C'est en plein pour ça que t'es là. Germaine est là. Merci beaucoup de me reprendre. Et le prochain segment est un segment qui est très attendu. Vous adorez l'entendre. C'est un maître pour ce qui est du dossier de parler du paranormal. Christian Page en studio est très content de lui jaser. Bienvenue. Ben merci beaucoup. Écoute, ça fait pratiquement 8 semaines que j'étais pas venu en studio parce que le mois dernier, j'avais pas pu me déplacer en studio. J'étais à l'extérieur du pays. Je tournais une série qui s'appelle justement L'Enquêteur du paranormal. Oui. Qui sera diffusée cet automne au réseau Historia. Et j'ai bien hâte de voir ça. J'espère que les gens vont embarquer là-dedans parce que je dirais que c'est l'une des très rares émissions sur les phénomènes paranormaux où le sujet est abordé avec un certain sens critique. J'irais pas jusqu'à dire du scepticisme pur et dur là en disant rien n'est vrai là, mais disons qu'on se pose des questions. On n'est pas sûr, puis on se pose la question, est-ce que finalement il y a quelque chose de vrai là-dedans? Alors j'ai bien hâte de voir comment les gens vont réagir parce que c'est à mon avis l'une des toutes premières émissions qui se fait avec cette vocation-là de faire appel au sens critique lorsqu'on parle de phénomènes paranormaux. Ça va être beaucoup d'épisodes? On a commencé par 8 épisodes. Mm-hmm. D'ailleurs, au moment où je devais être ici en studio le mois dernier, j'étais, et là ça va sûrement amuser des auditeurs, j'étais le même jour, j'étais à Amityville. Wow. La fameuse maison Amityville. Donc on est allé là. On sait que l'histoire avait débuté avec une série de meurtres en 1974. Moi, je vous aurais attendu dehors. Un type qui s'appelle Ronald DeFeo Jr., qui était âgé de 23 ans à l'époque, avait pris une carabine en pleine nuit. On est le 13 novembre 1974 et va abattre systématiquement tous les membres de sa famille. Donc, père, mère, ses 2 frères et ses 2 sœurs. Et ensuite, il sera condamné à 150 ans de réclusion pour ces meurtres-là. Parce que dans l'État de New York, la peine de mort n'existe plus à ce moment-là. Et il est toujours d'ailleurs incarcéré aujourd'hui, contrairement à d'autres qui, eux, ont été libérés prématurément. Mais c'est un autre dossier. Voilà, un autre dossier. Oui, on pourrait faire beaucoup de temps avec tous les dossiers. Là, on fait beaucoup de parenthèses, on n'en sortira pas. Donc, on a cette histoire-là. Et puis après, la maison est demeurée abandonnée et on le comprend, pendant près d'une année, la maison a été abandonnée. Et là, en 1976, en décembre 1975, il y a un jeune couple qui vont aménager dans la maison. Ils vont vivre 28 jours et 28 jours durant lesquels ils vont raconter avoir vécu un véritable cauchemar. Donc, des substances verdâtres suintaient des murs, les portes s'ouvraient, se fermaient. Donc, bref, tout ça a alimenté sans aucun doute, l'histoire la plus célèbre de fantômes du 20e siècle. Donc, j'étais là-bas pour rencontrer les journalistes, les policiers qui ont été impliqués dans cette affaire-là. Et ça sera présenté cet automne dans le cadre de L'Enquêteur du paranormal. C'est un dossier par émission? Un dossier par émission, oui, okay. Effectivement. Puis, mis à part Amityville, quel autre dossier on peut s'attendre à voir? Écoute, Laurent, c'est curieux. On aura un dossier sur les chasseurs de fantômes. Tout le monde sait que j'aime pas beaucoup les chasseurs de fantômes. Donc, cette fois, j'ai donné une chance, comme on dit, une chance aux coureurs. Donc, j'ai suivi un groupe de chasseurs de fantômes dans une enquête sur le terrain. Et j'ai regardé comment ils s'y prenaient. Et avec ça, ensuite, je suis allé voir un physicien, un spécialiste des neurosciences. Et on a regardé un peu comment tout ça se faisait. Est-ce qu'il y a une quelconque valeur scientifique à la méthode qu'utilisent les chasseurs de fantômes? On aura un dossier sur les enlèvements extraterrestres. Donc, j'ai tourné un truc sur le couple Betty et Barney Hill qui disent, ce couple-là a prétendu en 1961 avoir été enlevé dans les Montagnes Blanches au New Hampshire lors d'un séjour. Et ils revenaient de Montréal, rentraient chez eux à Portsmouth au New Hampshire. Et alors qu'ils traversaient le parc national des White Mountains, on est le 19 septembre 1961, ils racontent avoir vu un ovni et avoir perdu 2 heures durant ce trajet-là. Mais ils se souviennent d'absolument rien. D'absolument rien. Et puis en décembre 1963, ces gens-là, toujours très préoccupés par ces 2 heures perdues le long de la route, parce qu'ils se rappellent avoir vu un ovni. Ils se rappellent avoir vu un ovni. Même à un moment donné, Barney Hill se rappelle être sorti de la voiture avec une paire de jumelles et avoir observé l'objet. Et là, disait pouvoir voir des silhouettes dans l'objet derrière des sortes de fenêtres carrées. Il se rappelle distinctement que ces silhouettes semblaient lui parler dans sa tête en lui disant «
ne bouge pas, nous ne vous voulons aucun mal. Barney Hill aurait remonté dans sa voiture à ce moment-là, et tout ça se fait de manière très consciente. Il remonte dans sa voiture, dit à sa compagne, Betty, il dit, ils vont nous enlever. Et là, le couple est comme entré dans un sommeil léthargique, et ils n'ont repris leur conscience qu'une 50aine de kilomètres plus loin et 2 heures plus tard. Donc, que s'est-il passé durant ces 2 heures, ces 50 kilomètres? Aucune marque, aucun absolument bleu rien. échymose, rien du tout. Absolument rien. La seule chose qu'ils ont constaté, c'est que la robe de Betty Hill, le long de la fermeture éclair avait été, le tissu avait été déchiré. La robe s'est légèrement décolorée au niveau des épaules, sans que l'on trouve la raison pour laquelle ça avait été fait, parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur le plan chimique au niveau des tissus, et on n'a pas trouvé la raison de cette décoloration. Et il y avait sur le coffre arrière de la voiture, à 6 endroits, des cercles un peu comme la grosseur, disons, d'une pièce d'un $2 canadien, comme si la peinture avait été polie à ces endroits-là. Donc, on avait 6-7 marques comme ça sur le coffre arrière de la voiture où la peinture avait été polie. Mais on n'avait absolument rien d'autre. Mais très préoccupés par ces 2 heures perdues, et on le comprend, ces gens-là, en décembre 1963, ont rencontré un neuropsychiatre de Boston, le docteur Benjamin Simon, et puis le docteur a accepté de les soumettre à l'hypnose régressive, qui était une technique médicale qui était très utilisée à cette époque, et on les a ramenés à cette nuit du 19 septembre 1961. Et là, sous hypnose, ils ont raconté ce qu'ils croient, et j'insiste là-dessus, ce qu'ils croient être la vérité, ce qui n'est pas fondamentalement la vérité, mais ce qu'ils croient être la vérité, et leur réalité, c'est: nous avons été enlevés par des extraterrestres pendant 2 heures et avons été soumis à des tests médicaux à bord d'un ovni qui s'était posé dans un boisé près de la route. Wow, on va surveiller donc, ça cet automne. Voilà, donc je suis retourné là-bas, j'ai refait le trajet, j'ai rencontré des gens impliqués dans cette histoire, on a rencontré des médecins, des psychologues, des psychiatres, on a parlé des techniques d'hypnose, et ça promet. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ça à l'écran. On va avoir le temps suffisamment d'en reparler oui, après absolument. l'été. Mais là, aujourd'hui, là, on a beaucoup de sujets à traiter. Absolument. Un gros dossier, mais on va commencer avec quelques petites nouvelles. Et on vient de parler d'OVNI. On va parler de vie, peut-être de la vie dans l'espace, de l'atmosphère, peut-être de la vie sur la 67P. Oui, en fait, je veux ici rivaliser un peu avec Laurence qui nous a fait un petit bulletin de nouvelles. je veux le mien et j'insiste. Vas-y. Donc, et c'est vrai que c'est pas la première fois que je parle de cette, en fait, de ce type de découverte. C'est vrai que les connaissances dans le domaine de l'astronomie au cours des 20 ou 30 dernières années ont été complètement chamboulées, revues, et en particulier depuis la mise en place des télescopes orbitaux. On a pensé à Hubble, et là maintenant il y a Kepler, et je pense qu'il y a quelques semaines à peine, la NASA a rajouté quelque chose comme 1500 nouvelles exoplanètes sur la liste des planètes exoplanètes, donc des planètes en dehors de notre système solaire qu'on avait déjà découvert. La NASA en a rajouté un batch de 1200 plus. Un champ et une barre. Ça en fait beaucoup. Mais là, et évidemment, on se questionne, y a-t-il de la vie, y a-t-il pas de la vie? Bon, toute cette mécanique-là. Et là, voilà que vendredi dernier, l'Agence spatiale européenne a annoncé avoir découvert des acides aminés. Donc, ce sont les briques qui sont primitives à la vie. Donc, c'est au début de la vie, et il y a les acides aminés, et les acides aminés vont donner naissance à des micro-organismes et éventuellement à la vie elle-même. Et là, on a découvert des micro-organismes sur la comète pas des micro-organismes, des acides aminés sur la comète 67P. Donc, c'est une comète, c'est un gros bloc de roche qui se trouve dans l'espace, et en août 2014, l'Agence spatiale européenne avait envoyé une sonde pour essayer, parce qu'on essaie de se documenter sur comment le système solaire est né, et les comètes sont un peu les vestiges de cette formation du système solaire. Donc, l'Agence spatiale européenne, en 2014, a envoyé cette sonde, qui s'appelle la sonde Rosetta. Elle s'est mise en orbite autour de cette comète qui ressemble à un altère, là. On s'imagine 2 grosses boules reliées entre elles par un pont de roche. Ça a dû être long avant de se rendre là-bas? Oui, ça a pris 2 ans avant que la sonde arrive, parce qu'évidemment, il faut calculer que la comète se déplace, donc une sorte d'envoi balistique, hein, on doit faire croiser les orbites. Et finalement, la sonde s'est mise en orbite autour de 67P, et elle a largué un petit robot sur la surface. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y avait un atterrisseur qui se posait sur une comète, parce que les comètes, on imagine souvent que c'est une sorte de boule de feu
feu, hein. C'est comme ça qu'on les voit. C'est vrai qu'elles deviennent des boules de feu, mais uniquement lorsqu'elles s'approchent du soleil. Le reste du temps, c'est une grosse boule de roche qui fonce à toute vitesse dans l'espace. Et voilà que ce que les données télémétriques que nous transmettent la sonde, c'est qu'elle a découvert dans une sorte d'atmosphère qui entoure la fameuse comète en question, elle a découvert des acides aminés. Et ça, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que la vie, en fait, peut apparaître n'importe où. Là, on sait qu'il y a de la vie sur Terre. Depuis longtemps, on imagine qu'il doit y avoir de la vie sur Mars. Les dernières découvertes au cours des 15-20 dernières années nous laissent maintenant croire qu'il pourrait avoir de la vie en dessous de la couche de glace sous une des lunes de Jupiter qui s'appelle Europe. Il y en aurait également sous une lune de Saturne qui s'appelle Encelade. Et là, maintenant, on voit même que la vie pourrait se développer sur des comètes. Alors, évidemment... Juste, dans le fond, un gros tas de roches qui se promènent. Il y a pas d'eau, il y a pas de végétation. Absolument. Mais seulement avoir des acides aminés. Des acides aminés. Alors, on comprend que cette idée-là vient rajouter encore à une autre hypothèse dans le domaine de la science, que des corps comme ça qui se déplacent pourraient donner naissance. C'est une théorie qu'on appelle la théorie de la panspermie. C'est-à-dire qu'un météorite ou une comète pourrait frapper une planète. Peut-être même la Terre a connu cette mécanique-là. Donc, une météorite ou une comète frappe la Terre. Cette comète-là a des acides aminés. Elle se trouve dans un terreau fertile au développement. Et dans le cas présent, la Terre, on se rappelle que dans son bouillon original, il y avait de l'eau à l'état liquide. Et c'est souvent la condition gagnante pour que la vie se développe. Et voilà, la graine était mise et elle était dans un terreau fertile. C'est une sorte de plantation. Fait qu'admettons qu'une comète se cogne sur une planète qui a toutes les qualités pour donner de la vie. La vie pourrait être apportée de cette manière-là. Donc, on pourrait, si une vie comme ça peut apparaître sur une autre planète parce qu'elle y a été amenée par une comète, on pourrait donc dire que cette planète-là est née d'une vie extraterrestre. Donc, pendant des siècles, des millénaires, ces micro-organismes ou ces acides aminés ont circulé dans le cosmos sur une comète. La comète est entrée en collision avec un terreau fertile et la vie s'est développée. Wow. C'est fantastique. Wow! C'est prendre de quoi, l'autre? Ouais, je sens que c'est juste le début. Oui, absolument. C'est extraordinaire la révolution qu'on a dans le domaine des sciences maintenant et en particulier dans les sciences de l'astronomie. La prochaine nouvelle nous parle aussi de science. On parle de façon que la science, que la vie peut éclater, la technologie, mais là... Ce que j'ai dans les mains, là, mon fameux cellulaire, est-ce que c'est dangereux à ce point-là? Voilà, et ça, c'est amusant parce que c'est une question qui est presque cyclique. C'est quelque chose qui revient régulièrement. On sait d'ailleurs, les tenants du complot, hein, que moi j'appelle les conspirationnistes, nous disent, vous savez, les gouvernements utilisent les ondes hertziennes, le projet HAARP pour vous contrôler les climats. On connaît tous les effets négatifs de ça. Et c'est vrai que le téléphone portable, c'est souvent retrouvé pointé du doigt. Mais pas uniquement par les conspirationnistes. Il y a également des gens qui travaillaient dans le domaine de la santé qui ont sérieusement mis un bémol sur l'utilisation qu'on faisait de notre cellulaire en disant, écoute, on se tient ça autour de notre tête continuellement et on parle. Et là, voilà que des chercheurs, et pas les moindres, ceux de l'Agence nationale américaine de toxicologie, ont fait une étude avec des rats et ont démontré, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont soumis grosso modo, là, ils ont pris un groupe de rats de laboratoire, les ont soumis pendant à ce qui équivalait à une immersion dans des ondes, équivalent à peu près à l'utilisation 7 jours semaine pendant 9 heures de ton téléphone cellulaire pendant 2 ans. Donc, c'est cette quantité-là. Donc, 2 ans, 7 jours semaine, 9 heures de temps, si tu avais ton téléphone collé sur la tête. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait effectivement une augmentation des tumeurs cérébraux chez les rats, et en particulier les rats mâles. Alors, évidemment, on dira, oui, c'est une expérience qui a été menée avec des rats, c'est pas nécessairement équivalent à ce qu'un humain pourrait... le cerveau est beaucoup moins développé. Voilà. Mais effectivement, c'est sûr que cette expérience-là, qui a été revue d'ailleurs par l'Agence de santé internationale de l'ONU et également par l'Agence d'études sur le cancer aux États-Unis, évidemment, là, et d'ailleurs, l'Agence de santé mondiale avait déjà en 2011 sonné l'alarme en disant, attention, on n'a pas assez d'études pour être certain que le téléphone ou l'utilisation du téléphone portable n'est pas nocif pour la santé. Alors évidemment, cette
étude vient donner de mettre de l'eau au moulin des gens qui disent attention sur l'utilisation du cellulaire. Il faudra bien sûr des analyses plus poussées dans d'autres contextes, passer peut-être d'un échantillonnage humain, d'un échantillonnage de rats à un échantillonnage humain pour en avoir une vérification. D'après moi, complète. ça va se faire dans les 20 prochaines années. C'est encore quasiment tout nouveau, là, les téléphones intelligents. Mais ce qui est amusant, Yannick, de ce que tu mentionnes, c'est que déjà une première recherche avait été faite dans ce sens-là au Danemark. Il y a quelques années, on avait regardé auprès de 358 000 utilisateurs de téléphones cellulaires, donc des abonnés. On est allé voir ces gens-là et on a regardé si, avec les années, après 3 ou 4 ans, si on avait vu une augmentation auprès de cette clientèle de gens qui avaient développé des tumeurs au cerveau, et la réponse est non. Okay, donc c'est encore très jeune comme étude. Voilà, mais effectivement. Et combien de temps les effets nocifs seraient-ils vérifiés ou vérifiables? Là, évidemment, l'étude au Danemark, on a pris ses abonnés, plus de 300 000 abonnés, et après 3 ou 4 ans, on n'avait pas observé une augmentation des cancers. Mais est-ce que est-ce que ces statistiques resteront les mêmes dans 10 ans ou dans 20 ans? Ça reste à savoir. Comme tu l'as mentionné, comme l'utilisation du téléphone intelligent est relativement récente, on n'est pas certain des effets nocifs de ça. Mais déjà, la sonnette... Mais tout le monde s'est déjà fait dire au moins une fois, tu sais, dors pas avec ça à côté de ta tête, tu vas avoir le cancer du cerveau. Nos parents nous disaient quand on était plus jeunes, regarde pas la télévision trop proche ça. Aussi, c'est pas bon, alors qu'on sait que ça avait aucune influence. Mais enfin, c'est mieux vaut être prudent, mieux vaut prévenir que guérir. Pour la prochaine nouvelle, tu nous amènes à Florida Blanca. Oui, écoute, ça c'est un peu amusant. L'affaire se passe dans le village de Florida Blanca. Ça se trouve au nord-est de Bogota, c'est en Colombie. Et tu sais que toute cette région-là de l'Amérique du Sud est excessivement croyante. Ce sont des gens qui sont des férus de religion. Et là, voilà que sur une des places... Toute religion confondue? Toute religion confondue. Le catholicisme, le christianisme est excessivement présent dans ces pays d'Amérique du Sud. Et là, sur une place... c'est presque loufoque. Sur une place, on a une statue de la Vierge et les gens régulièrement s'arrêtent devant la statue pour faire une prière. Et voilà que la semaine dernière, quelqu'un a remarqué sur la joue de notre fameuse statue de la Vierge une larme de sang séchée. Oh, alors, évidemment, l'histoire s'est répandue dans tout le pays comme une véritable traînée de poudre. Et aujourd'hui, les rues de Florida Blanca sont littéralement envahies par des pèlerins venus des 4 coins de la Colombie pour se pencher faire une adoration devant cette statue. Et malgré que les autorités religieuses du pays ont quand même mis une réserve là-dessus en disant attention, on ne sait pas comment cette larme de sang est apparue. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un canular, quelqu'un qui aurait placé ça là? Parce qu'on n'a pas vu la Vierge pleurer des larmes de sang. On a simplement vu une larme de sang séchée. Elle l'a fait en secret. Est-ce qu'on a quand même permis de prendre un échantillon pour faire des tests scientifiques? Pour l'instant, on ne sait pas si des échantillons sont faits, mais on sait que les autorités religieuses, à tout le moins, ont mis une très sérieuse mise en garde là-dessus, en disant attention, c'est très dangereux ces histoires-là. Puis il faut se rappeler que dans l'histoire du christianisme, des histoires d'icônes qui pleurent des larmes d'huile ou des larmes de sang, il y en a eu beaucoup et aucune d'entre elles n'a jamais été reconnue comme un miracle officiel par l'Église. Donc on a, oui, des guérisons miraculeuses que l'Église a reconnues, mais des statues qui pleurent ou des icônes qui suintent, on n'en a pas. Et on se rappellera, pour les gens plus vieux qui nous écoutent, probablement ça doit lui rappeler l'histoire de 1986 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, près de deux montagnes, en fait près de Repentigny, de Saint-Eustache. Il y avait une statue qui s'était mise à pleurer des larmes de sang. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ben, moi, aucun souvenir, je suis trop jeune. Moi non plus. C'était probablement que des auditeurs se rappellent ça. En 86, cette histoire-là, c'était en hiver, je me rappelle. Les gens faisaient le pied de grue à l'extérieur de la maison des Giroirs, si j'ai bonne mémoire. Et là, évidemment, il y avait ces statues qui pleuraient des larmes de sang, mais là, c'était tous les jours. Ben, voyons. Et là, il y avait, malgré une température extérieure de moins 25, il y avait des centaines de gens. On les voyait pleurer. Ah oui, donc on approchait, les gens entraient, les Giroirs étaient bien sûr des bigots, des gens très religieux. Ils avaient un petit hôtel avec une statue de la Vierge chez eux. Et voilà qu'un bon matin, la statue se met à pleurer des larmes de sang. Alors là, les gens viennent des 4 coins du Québec pour voir ces statues. On fait le pied de grue à l'extérieur, avec une température de moins 25. Bon, les Giroirs sont assez généreux pour offrir des petits cafés comme ça aux gens qui attendent à l'extérieur pour finalement défiler et faire ses dévotions devant la Vierge jusqu'à ce que des larmes de sang soient récoltées et analysées pour révéler que c'était du sang de bœuf et que tout ça était un canular
orchestré par les Giroirs qui voulaient passer leur message religieux. C'est effectivement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. J'ai trouvé un article « Souvenir de la Vierge qui pleure ». Oui, c'est cette Vierge sur la Vierge. Quand j'étais, il y a 3 semaines, quand j'étais en voyage en Italie, le matin à Agropoli pour me rendre à la gare de train, la dame qui nous avait expliqué le chemin pour se rendre là expliquait qu'au bout de la route, il y avait une Madone. Puis à la Madone, tu tournes à gauche. OK. Puis il y a une fille qui était avec nous en voyage. Elle, une bonne fois, s'est arrêtée à la Madone. Puis là, on dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, j'ai vérifié, j'ai lu une affaire. Des fois, les Madones, ils pleurent des larmes de sang, puis on a toutes ri d'elles. Puis tu vois, finalement, c'est comme moi qui étais pas assez cultivée. Voilà. Ça manquait, ça, les larmes de sang des Madones. Oui, c'est ça. Voilà. Écoute, restons dans le domaine un peu de la culture un peu populaire d'Amérique du Sud. Il y a le bon Dieu, la Madone, et il y a le diable aussi, qui est très populaire en Amérique du Sud. Et là, voilà qu'une nouvelle nous arrive. Tout ça aurait commencé le 29 avril dernier. Il y a donc plus d'1 mois, mais l'affaire se continue aujourd'hui. Ça se passe dans une petite école à Tarapoto, c'est au Pérou. Et voilà que des écoliers ont commencé, donc il y a à peu près 1 mois, à entrer dans appelons ça des états de transe. Ils étaient pris de tremblements, tombaient sur le sol, avaient des sortes de visions. Et là, disaient voir un personnage tout de noir vêtu qui essayait de les poursuivre pour les assassiner. Comme s'ils étaient possédés? Ouais, comme s'ils étaient possédés. Et plusieurs de ces enfants ont été conduits à l'hôpital local où les médecins traitants n'ont pas trouvé de cause pathologique à leur état. Et là, au gré des semaines qui s'écoulent, donc, ce sont de nouveaux étudiants, de nouveaux élèves qui sont également entrés dans des états de convulsion semblables et encore une fois, toujours avec les mêmes visionnements, le troubles physiques sans que les médecins n'arrivent pour l'instant à trouver une explication. Et tu comprendras que au niveau local, comme l'école en question est construite sur un ancien cimetière de la mafia, okay. Et que les enfants voient des personnages tout de noir vêtus qui les poursuivent. Oh, mamma mia! Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils crient en poursuivant maman? Maman de la cave! Y aura-t-il des pastas pour souper? Ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on a vérifié le menu de la cafétéria avant de sauter à ces conclusions-là? Mais ça, Yannick, c'est absolument intéressant ce que tu dis là. Le menu de la cafétéria. Ben, voyons. Parce que, voilà, il y a certains scientifiques, bon, évidemment, ça demande à être étayé, mais il y a certains scientifiques qui ont remarqué que les comportements des enfants ressemblaient à une forme d'empoisonnement alimentaire qu'on appelle l'ergotisme. Et l'ergotisme, on en connaît un épisode célèbre en Amérique du Nord. Si je vous dis comme ça 1692, vous me dites toutes les deux unanimement, d'un seul coup, les sorcières de Salem. Oui. Les sorcières de Salem. Oh oui, bon, sorcières de Salem. Ah, vous avez gagné. Donc effectivement, on se rappelle cette histoire-là qui a beaucoup défrayé la chronique et la littérature. Et encore aujourd'hui, il y a tout un tourisme. Salem, petite ville juste au nord de Boston, où il y a eu ce foyer de sorcellerie en 1692. Et ce qui se produisait à l'époque, parce que on disait c'est peut-être de l'hystérie collective, mais quand on regarde les registres, il y avait quand même des symptômes physiques. Les gens étaient pris de convulsions, avaient des visions, et les animaux aussi étaient aux prises avec des convulsions et des troubles comme ceux-là. Alors évidemment, à l'époque, si c'est bien, c'est Dieu, puis si c'est pas bien, c'est le diable. Fait qu'évidemment, on s'est mis à accuser le diable, et si le diable vient chez toi, c'est que tu l'as invité. Et qui invite le diable? Les sorcières. Les femmes. Ça les ne femmes? peut être, les femmes, obligatoirement. Les femmes, ce sont tous des filles d'Ève. C'est tout le temps de notre Elles faute. sont tous de péché originel en elles. Toujours de la faute des femmes. On les ont toutes croquées dans la pomme. Ouais, absolument. Donc, évidemment, on s'est dit, ce sont des sorcières, et ça a été ce foyer de sorcellerie, le seul d'ailleurs en Amérique du Nord. Sauf qu'aujourd'hui, avec le recul, on a retrouvé quand même, on note un dénominateur commun parce que les sorcières de Salem, on est dans une communauté de Quakers. Ce sont des gens qui sont très, très refermés sur eux-mêmes, une communauté religieuse. Ces gens-là sont aussi autosuffisants. Donc, ils cultivent leurs propres légumes, ils élèvent leur propre bétail. Et quel est le dénominateur commun entre ce que les gens mangeaient et les animaux? C'est le seigle.
On utilisait du seigle pour faire du pain. On utilisait également le seigle dans la moulée des animaux. Or, on sait que le seigle peut être envahi par un parasite, un champignon qui s'appelle l'ergot, et l'ergot va produire si on le consomme, l'ergot va produire les mêmes symptômes que le LSD. En fait, il contient les mêmes substances neurotoxiques, psychotropes que le LSD. Or, quand on regarde comment les gens réagissaient à Salem, on avait l'impression des gros bad trips au LSD. Ils tombaient à terre, pris avec des convulsions, etc. Et on pensait à ce moment-là qu'ils étaient possédés. Possédés, alors qu'il pourrait simplement s'agir d'un empoisonnement à l'ergot de seigle. Et ce qui se passe actuellement au Pérou, on s'est exactement posé la question, est-ce qu'il n'y aurait pas dans la nourriture des champignons, un parasite qui aurait pu entraîner chez les écoliers ces états pathologiques qui donnent l'impression d'une possession diabolique. Enfin, ça reste à suivre, ça se poursuit encore aujourd'hui. Wow! Merci pour ce bulletin de nouvelles. C'était mon petit bulletin de nouvelles. Si on y va avec notre... Mais j'ai appris juste 30 secondes, je savais pas que le LSD c'était fait avec le même genre de parasite qui peut se retrouver dans le pain. En fait, tu sais, quelqu'un un matin qui a bien faim, la substance active peut se retrouver dans l'ergot, c'est ça. Absolument. Hein? Donc, si à un moment donné tu manges une tranche de pain pas frais, si tu veux voir la sensation, t'as pas bien d'argent. Tu vas voir des hommes tout en noir. Ouais. C'est l'heure de parler. Le 2,81. Ça c'est autre chose. C'est un autre dossier également. Le dossier principal pour aujourd'hui, le dossier X du mois. Vous nous parlez de Kenneth Arnold. Voilà, parce que dans ce dossier X, j'essaie de trouver un éphéméride paranormal qui a marqué l'histoire. Et si on regarde le mois, on est en juin. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a en juin qui a marqué l'histoire du paranormal? J'ai trouvé des dizaines d'histoires que j'aurais pu vous parler ce soir qui se sont produites en juin. Mais aucune d'entre elles ne transcende celle de Kenneth Arnold. Et pourquoi l'affaire de Kenneth Arnold? Parce que Kenneth Arnold, c'est l'homme qui a donné naissance aux soucoupes volantes. Donc, y a-t-il un phénomène plus marquant au 20e siècle que celui des soucoupes volantes? Aucun. Et c'est ce type, les gens disent Roswell. Non, c'est Kenneth Arnold. C'est vraiment lui le premier. C'est vraiment l'affaire de Kenneth Arnold. Alors, comment ça se passe, cette histoire? On est le 24 juin 1947. On est en début d'après-midi. Ce type, Kenneth Arnold, est le propriétaire d'une compagnie qui fournit des équipements pour combattre les incendies. Il a son propre petit avion. Il va comme ça d'une ville en ville faire des démonstrations de ses équipements. Alors ce matin-là, il quitte chez Alice dans l'État de Washington et se dirige vers Yakima, un peu plus au sud. Et chemin faisant, il décide de survoler le mont Rainier. Il faut dire que quelques mois plus tôt, l'armée américaine avait perdu, c'est une montagne qui est très haute, qui se trouve dans la chaîne des montagnes des Cascades, qui est un peu la voisine de la chaîne des Rocheuses. Donc, ça donne un peu l'idée aux auditeurs à quoi peut ressembler cette chaîne de montagnes. Ce sont des montagnes très hautes avec des neiges éternelles. Et il y a quelques mois plus tôt, l'armée américaine a perdu un avion sur l'un des versants du mont Rainier. Et là, comme l'été arrive, l'armée a lancé comme mot d'ordre, s'il y a des pilotes qui survolent le mont Rainier, portez une attention particulière, peut-être pourrez-vous voir des indices qui nous permettraient de localiser les débris de notre avion. Alors Kenneth Arnold, sur ce bon mot d'ordre, décolle avec son appareil. On est en début d'après-midi et là, voilà, alors qu'il survole le mont Rainier, son attention est attirée par une série de reflets. Il regarde à sa droite et là voit 9 objets. C'est du moins ce qu'il va décrire. 2 rangées d'objets, une rangée de 5 objets et une rangée de 4 objets. Ces objets ressemblent en fait à des croissants avec un centre plus sombre et le bout du croissant, chaque bout semble également plus sombre. Ce qui frappe Arnold, évidemment, il est dans son avion, il sait qu'il est au-dessus du mont Rainier, il voit au loin le mont Adams et le mont Baker, et là décide de faire ce que les pilotes connaissent bien, une triangulation. Donc, ils ont fait un calcul mathématique pour déterminer où sont ces objets. Et là, évidemment, pour Arnold, ces objets se déplacent très, très vite. Il calcule et selon lui, le déplacement des objets avoisine les 2400 à 2700 km/h. À cette époque, là, rappelons-nous, on est en 1947. Il n'y avait rien qui allait à cette vitesse-là. On n'a même pas encore franchi le mur du son à ce moment-là. C'est pour ça qu'on voyait juste des reflets. Là. Voilà. Donc, lui, Arnold, voit ça, il dit, c'est des reflets. Qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Donc, au moment où il se pose à l'aéroport, évidemment, il décide d'aller voir immédiatement le FBI pour signaler son observation. Or,
le meilleur moment d'envahir les États-Unis, c'est toujours un vendredi après-midi, parce que le bureau du FBI ferme à 4 heures. Oui, c'est ça. Donc, Kenneth Arnold se présente au bureau du FBI et se bute le nez sur une porte close. Alors là, évidemment, il est intrigué. Mon Dieu, à qui je vais parler de ça? Et il est vraiment très préoccupé par ce qu'il a vu. Parce qu'il n'y avait pas eu d'observation qui avait été déclarée dans les années avant. Et non, et pour lui, ce truc-là ne peut être que quelque chose d'extraordinaire, d'exotique. Alors, il retourne à l'aéroport et là, évidemment, en parle un peu à quelques pilotes. Et le hasard fait qu'il y a un journaliste qui est là. Parce que bon, le journaliste, après avoir fait le tour du poste de police, tout ça, on est en quête de bonnes nouvelles. Alors, le journaliste décide de se pointer à l'aéroport pour voir si les pilotes ont un truc à raconter. Et voilà que Arnold rencontre le journaliste. Il dit, écoute, faut que je te raconte un truc. Et les deux bonhommes se retrouvent autour d'un café. Et Kenneth Arnold va lui dire, j'ai vu ces objets. Il lui décrit, ça ressemblait à des croissants volants. Et le journaliste de lui poser comme question, mais ces croissants volants, ça volait comment? Comme un avion? Et Arnold de dire, non. Il dit, ça volait comme une soucoupe que l'on aurait fait ricocher sur de l'eau. Alors le lendemain, le journaliste publie un article en disant, un pilote a vu des soucoupes volantes. C'est amusant ici parce que ça a commencé. Oui, et c'est amusant ici parce qu'on voit l'erreur. Kenneth Arnold n'a jamais parlé de soucoupe pour décrire la forme des objets. Il a parlé de soucoupe uniquement pour décrire le mouvement des objets. Mais à cause de cette erreur journalistique, les gens du jour au lendemain vont se mettre à voir non pas des croissants volants, mais des soucoupes volantes. C'est vrai. Ben, c'est quand on parle de, c'est ça, quand on parle de soucoupe volante, c'est vraiment on imagine un objet en forme de disque et non pas un objet en forme de croissant. Et tout ça découle finalement d'une sorte d'erreur du journaliste qui a mal décrit ce que Arnold lui avait observé. Quoi qu'il en soit, cette histoire-là va se répandre comme une traînée de poudre et du jour au lendemain, à travers les États-Unis et même au Canada, à partir de la fin juin 1947, des gens vont se mettre à voir des soucoupes volantes. Et avant, est-ce qu'il y a des gens qui sont sortis pour dire oui, ben c'est peut-être ça que j'ai vu un mois auparavant? Absolument. Avant ça, il y avait eu quand même quelques petites observations. Mais personne n'en avait fait de cas. Non, c'était resté un peu localement. Oh, quelqu'un a vu quelque chose de bizarre. OK, ça. Mais l'affaire Arnold va devenir soudainement une affaire d'intérêt national. Et ce soir, je vais vous faire entendre une anthologie. Le lendemain de son observation, évidemment, tout le monde ne parle que de soucoupes volantes de Kenneth Arnold. Alors, Arnold est invité à la radio locale pour décrire ce qu'il observe. Alors, on se retourne dans le passé. On est il y a 69 ans, le 25 juin 1947. Et on écoute ça, ça dure à peu près une minute. Pour ceux qui comprennent pas l'anglais, ben je ferai un peu un résumé après. Alors on écoute ça, on est le 25 juin 1947. Newscaster in every newspaper across the nation has made headlines out of it, and this afternoon we are honored indeed to have here in our studio this man, Kenneth Arnold. Kenneth, first of all, if you'll move up here to the microphone just a little closer, we'll ask you to just tell in your own fashion, as you told us last night in your hotel room and again this morning, what you were doing there and how this entire thing started. Go ahead, Kenneth. Well, at about 2:15, I took off from Chehalis, Washington, en route to Yakima. I climbed back up to 9,200 feet, and I noticed to the left of me a chain which looked to me like the tail of a Chinese kite, kind of weaving and going at a terrific speed across the face of Mount Rainier. I at first thought they were geese because it flew like geese, but it was going so fast that I immediately changed my mind and decided it was a bunch of new jet planes in formation. They seemed to flip and flash in the sun just like a mirror. And as I kept looking at them, I kept looking for their tails. They didn't have any tails. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. And I turns the plane around and opens the window and looks out the window, and sure enough, I couldn't find any tails. And the whole observation of these particular ships didn't last more than about 2.5 minutes. And I could see them only plainly when they seemed to tip their wing or whatever it was, and the sun flashed on them. Donc, c'est quand même extraordinaire d'entendre un témoignage comme ça, 69 ans après. Donc, Arnold raconte, j'ai quitté chez Alice, j'étais dans mon avion, il raconte, bon, je suis monté à telle altitude, et là, soudain, j'ai vu ces objets-là. Il dit, et je les voyais surtout quand ils bougeaient d'un côté à l'autre, donc ils semblaient refléter les objets, la lumière. Il dit, au début, j'ai eu l'impression que ça ressemblait un peu à des cerfs-volants chinois, et ensuite de ça, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir des oies.
Et là, finalement, j'ai revu mon jugement. Je me suis dit, il doit s'agir d'avions. Mais comme je voyais pas de queue sur les avions, j'ai ouvert ma fenêtre pour me dire, coudonc, y a-t-il quelque chose qui va pas avec mes yeux ou les vitres de l'avion? Et là, j'ai regardé et c'est effectivement, ces objets-là n'avaient pas de queue. Et je les ai observés pendant à peu près 2 minutes et demie, le temps que ces objets-là passent au-dessus du Mont-Rainier. C'est cette histoire-là qui va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère moderne des soucoupes volantes. Ce qui est assez amusant dans l'affaire de Kenneth Arnold, c'est que je pensais que ça datait de plus longtemps que ça. Non, 1947. Oui, il me semble que les histoires d'extraterrestres, ça date depuis plus longtemps que ça, mais c'est pratiquement tout récent. C'est à peine 60 ans. Ouais, t'as tout à fait raison, Yannick, dans le sens que à partir du moment où on va commencer à s'intéresser aux ovnis, et en particulier, par exemple, dans les années 60, il y a comme des modes. Et là, donc, les soucoupes volantes n'existent pas avant 1947. Moi, de temps en temps, des gens ont vu des trucs bizarres dans le ciel. Bon, au Moyen-Âge, je jamais vraiment fait mais c'était des sortes de vision divine. Ça s'arrêtait à ça. Et soudain arrive cette histoire-là de soucoupe volante en 1947 qui va devenir un sujet social très important. Et dans les années 60, là, évidemment, c'est les extraterrestres, c'est les soucoupes volantes, etc. Il faut dire d'ailleurs qu'en 1947, les soucoupes volantes ne sont pas associées aux extraterrestres. Cette association soucoupe volante extraterrestre arrive beaucoup plus tard. Ça va arriver aux alentours de 1952, 1953. Donc, au début, c'est plus un phénomène inexpliqué. Là, on arrive à la clé de l'histoire. Au début, ce sont des Russes. Parce que au début, quand ça se passe en 1947, quand Kenneth Arnold va cogner à la porte du FBI, il est pas là pour parler d'extraterrestres. On est envahi par les méchants Russes. Parce que et ça, c'est ce qui est malheureux, c'est que souvent les jeunes s'intéressent à toutes ces histoires d'ovnis, mais on ne fait pas l'exercice d'aller dans le passé et remonter dans la pensée de l'époque. En 1947, on n'a pas peur des extraterrestres, mais on a peur en tabarnouche des Russes. C'est la guerre froide. T'en veux pas chez vous. Non, et c'est la guerre froide, hein? Donc immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, les Russes, même si durant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait cette alliance, les Britanniques, les Américains et les Russes. Dès la Deuxième Guerre mondiale, dès la chute du Troisième Reich, les Russes ont décidé de faire cavalier seul. Et on sait qu'ils ont un système politique qui était le communisme, qui était effectivement condamné autant par l'Angleterre que les États-Unis. Et il s'est produit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont mis en place un projet qui s'est appelé le projet Paperclip. Et le projet Paperclip, c'était de récupérer des scientifiques allemands pour les amener à travailler avec les Américains, soit pour développer des nouvelles armes, soit pour développer notamment le programme spatial américain. Le créateur de la fusée Saturne V, qui a permis à des hommes de marcher sur la Lune, c'est un type qui s'appelle Wernher von Braun. Et c'est le même gars qui avait inventé les fusées V2 pour le compte d'Hitler. On parle du même gars, là. Et on comprend que les Russes ont fait exactement la même chose. Ils ont récupéré des savants allemands qui travaillent en sourdine également du côté de l'Allemagne. Alors, quand arrivent ces fameux objets en forme de croissant, on se dit, coudonc, est-ce que les Russes n'auraient pas réussi à mettre au point des armes extraordinaires et ils ne sont pas sur le point de nous envahir? Et la pensée, la philosophie de 1947 à 1952 à peu près, c'est cette philosophie de les soucoupes volantes sont des engins russes. À partir de 1952, là, on va commencer à introduire l'idée que c'est peut-être pas des Russes, c'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être autre chose. Les Russes ont dû lever le flag à un moment donné en disant, mais non, c'est pas nous autres. Absolument. Puis là, à un moment donné, plus les enquêtes, parce qu'en 1947, on voit l'intérêt, et ce n'est pas les extraterrestres. Dès qu'Arnold commence à parler de soucoupes volantes et que les journaux se mettent à parler de ça, dès décembre 1947, c'est pas longtemps, là, 6 mois plus tard, déjà, l'armée de l'air américaine met en place une première commission d'enquête sur les soucoupes volantes. On veut savoir qu'est-ce que c'est et si ce sont des Russes, aussi bien de le savoir rapidement. Et puis on voit qu'au fil des ans, les Américains vont peu à peu délaisser cette hypothèse des Russes. Parce qu'évidemment, les espions n'existent pas que dans les films de James Bond. Donc, les Américains apprennent toutes sortes de trucs de ce qui se fait en Russie et apprennent également que les Russes aussi voient de ces mystérieux objets volants inconnus. Alors, peu à peu, à partir des années 50, les Américains vont délaisser l'hypothèse de ces vaisseaux venus de la Russie. Et là, ils vont utiliser, en tout cas, on va soumettre l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'extraterrestres. Quoique pour l'armée, le fait qu'on croit aux extraterrestres ou on croit aux Russes, c'est une bonne façon de dissimuler des vols
d'avions secrets qu'eux-mêmes utilisent. Hein. Parce qu'on doit être un peu plus rationnel du côté de l'armée. Parce que l'armée, eux aussi, développent des avions espions là, dans les années 50. On pense l'avion U-2, le SR-71 Blackbird dans les années 60, plus récemment le F-117 Stealth Fighter. Ces avions-là sont utilisés et volent en secret au-dessus du territoire américain. Les Américains sont pas au courant que dans les hautes sphères de l'armée, on développe des avions secrets. En fait, l'avion U-2, par exemple, a été développé en 1952 aux États-Unis et les Américains ont appris l'existence de cet avion-là uniquement en 1960 quand un U-2 a été abattu au-dessus de l'URSS et que le pilote, Francis Gary Powell, a été capturé par les Russes. Alors là, les Américains là, apprennent que depuis 8 ans, ils sont les propriétaires d'avions secrets qui s'appellent le U-2, mais ils n'en ont jamais entendu parler. Et tu comprendras que les Américains, eux, l'armée américaine, avaient remarqué que de nombreuses observations d'OVNI rapportées par le public américain coïncidaient avec des vols de U-2. Fait que plutôt que de dire aux Américains, vous avez vu un de nos avions secrets, ben l'armée trouvait plus agréable de lui dire, vous avez peut-être vu des extraterrestres. Vous êtes peut-être pas vous. Sur le plan militaire, c'était moins dangereux de parler d'extraterrestres que de parler d'avions secrets. Mais on voit que toute cette dynamique-là apparaît dans toute cette préoccupation, guerre froide, tout ça. Et sans Kenneth Arnold, ça a été peut-être que les ovnis auraient pas eu l'impact qu'ils ont eu aujourd'hui. Ce qui est amusant, parce qu'on parlait effectivement qu'on a l'impression que le sujet est plus ancien. En fait, il est plus ancien dans la mesure où il y a eu des modes, et en particulier à la fin des années 60, la mode était ce qu'on a appelé l'astro-archéologie. Donc, des gens, des auteurs populaires qui s'intéressaient aux extraterrestres se sont dit, est-ce que les extraterrestres sont arrivés en 1947? Ben non. Il était peut-être là, l'étoile des rois mages dans la Bible, c'était peut-être des extraterrestres. Qui a construit les pyramides? Ah! Je le savais, Yannick, que t'arriverais avec ça. Donc, qui a construit les pyramides? Qui a déplacé les statues d'île de Pâques? Alors, il s'est produit ce mouvement où on s'est mis soudainement à mélanger archéologie et extraterrestres. Et l'un des auteurs, ça avait été déjà évoqué dans une littérature très intellecte des années 50, cette histoire-là. Mais il a fallu vraiment attendre 1967. Un auteur allemand du nom de Erich von Däniken va écrire un livre qui a été traduit en français sous le titre de Présence des extraterrestres et qui s'est vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Et ce Erich von Däniken, c'est le père de cette hypothèse qu'on appelle l'hypothèse des anciens astronautes. Alors là, évidemment, on fait reculer le phénomène des ovnis jusque dans l'Antiquité. Et là, ben évidemment, il n'y a plus de limite à toutes les croyances et à toutes les interprétations qu'on a du sujet. Mais quand on a commencé à vraiment peut-être un peu plus approfondir, il n'y a pas la fameuse Area 51, la zone 51. La zone 51 où qu'on aurait trouvé un vaisseau extraterrestre, qu'on aurait trouvé un corps d'OVNI, ça a dû alimenter les rumeurs aussi. Ce sont tous des modes, ce sont des éléments, des anecdotes qui deviennent soudainement des amalgames. Hein? Bon, il y a cette histoire de crash d'OVNI qui aurait eu lieu dans le désert de Roswell en 1947, en juillet 1947. Donc, à peu près 2 semaines après l'affaire de Kenneth Arnold. Les Américains, en ouvrant leur journal le matin, voient une petite nouvelle qui dit « La base militaire de Roswell au Nouveau-Mexique aurait récupéré un disque volant. » Encore une fois, il faut bien rappeler qu'en 1947, disque volant ne veut pas dire extraterrestre. Ça veut dire un engin qui vole, on sait pas trop c'est quoi, mais maudit qu'il y a des chances que ce soit des Russes. C'est ça qu'on dit. Alors quand les Américains prennent le journal, ils lisent « Oh, l'armée de Roswell a récupéré un disque volant. Ah, voilà, on a mis la main là-dessus. » Sauf que le lendemain, un haut dirigeant de l'armée américaine, le général Ramey, va dégonfler le ballon, puis c'est le cas de le dire, en disant « Finalement, notre disque volant qu'on a récupéré à Roswell n'était rien d'autre qu'un pauvre ballon météo. Donc, merci, bonsoir, l'histoire va s'arrêter là. » Elle va réapparaître, évidemment, au fil des ans. Des gens vont regonfler cette histoire-là, y ajouter des cadavres d'extraterrestres. Et le truc de la zone 51, ça, c'est vraiment très amusant. C'est dans cette base de la zone 51. Hein, zone 51, pourquoi? Parce que sur les cartes du ministère de l'Énergie américaine, quand on a fait des tests avec la bombe atomique dans les années 40, on avait délimité des endroits aux États-Unis où on pouvait détonner une bombe atomique avec le moins de conséquences pour les populations
population. Et ces endroits-là étaient nommés zone 1, zone 2, zone 3, etc. Et une des zones, évidemment, dans le désert du Nevada, il y avait une zone qui était très peu peuplée, sinon complètement déserte, qui était la zone 51. Et c'est là qu'on a fait des essais de la bombe. Et comme c'était très isolé, les Américains, dès 1952, vont commencer à y construire une base, parce que c'est un endroit très isolé. Et c'est dans cette base-là, d'ailleurs, qu'est construite le fameux avion espion U-2. Hein, c'est dans cette base-là de la zone 51 qu'on construit cet avion U-2. Et là, voilà que cette association zone 51 extraterrestre, elle apparaît dans les années 80. Donc, jusqu'aux années 80, dès qu'on parlait de la base de la zone 51, les gens dans le domaine de l'aéronautique disaient « Ben oui, c'est une base secrète au milieu du désert du Nevada, tout le monde sait ça. Et les activités qui sont là, ben on développe des avions espions, on a développé le U-2, on y a développé le SR-71 Blackbird. Donc, on travaille à développer les avions de demain. » Et voilà qu'au milieu des années 80, un type sort de l'ombre, un type qui s'appelle Robert Lazar, et lui dit « Ah, moi je suis ingénieur en aéronautique, j'ai travaillé dans cette base de la zone 51, et je peux vous dire qu'on n'y développe pas seulement que des avions. Il y a là des soucoupes volantes sur lesquelles moi j'ai travaillé et dont mon travail était de déboulonner ces engins extraterrestres récupérés par l'armée américaine et de voir comment on pouvait appliquer cette technologie extraterrestre aux avions que l'on construisait. » Alors évidemment, tu comprendras qu'une histoire comme celle-là a fait fantasmer les amateurs d'OVNI qui se sont vite précipités dans le désert à monter sur des collines qui entourent la zone 51 avec des jumelles pour observer ce qui se passait là. Un point tel d'ailleurs que l'armée a dû acheter les montagnes. Hein, les montagnes sur lesquelles les gens allaient pour voir la zone 51. Là, ils prenaient des photos puis ils publiaient ça dans Internet, dans les journaux. C'est une base secrète. L'armée a dû comme élargir la zone, acheter des montagnes pour garder les gens loin. D'ailleurs, une petite anecdote, j'y suis allé, moi, dans la zone 51. En fait, juste avant d'y arriver, t'arrives à une frontière, une grille. Là, c'est marqué, vous allez pénétrer dans la zone 51. Là, juste de l'autre côté, en fait, c'est comme une sorte de... Tu t'imagines, par exemple, les guérites qui ferment les accès lorsqu'il y a un train qui passe. Ouais. Bon, c'est exactement la même chose qu'on a là. Et on nous dit que de l'autre côté, c'est une base militaire hautement secrète. Et là, il y a même une pancarte à notre gauche, c'est marqué « Deadly Force Authorized ». La force mortelle est autorisée. Alors moi, je m'amusais, j'étais avec une équipe de tournage, puis je sautais de l'autre côté de la clôture, puis je revenais sur mes poches, je sautais de l'autre côté de la clôture. Puis il y avait comme des camionnettes de surveillance qui sont là parce qu'il y a qu'une seule route qui mène à la base. Et là, il y a des camionnettes de surveillance de l'armée qui sont dans les montagnes. Et là, ce sont des agents secrets qui sont là. Ils m'ont regardé faire à quelques reprises, puis à un moment donné, ils ont comme des lumières de police qui ont commencé à faire tourner en me disant « OK, le petit comique, t'as fait ton numéro. » T'as fait ton show. Parfait. Là, bon. Mais cette base-là, tu vois, ce type-là, ce Robert Lazar, dit « Il y a des soucoupes volantes là, j'ai travaillé là-dessus. » Et là, ça fait fantasmer les amateurs d'OVNI. Le problème, c'est que des recherches sérieuses ont démontré que Bob Lazar est un menteur pathologique. Il n'a aucune formation en ingénierie aéronautique, il n'a jamais travaillé dans la base de la zone 51. Il a tout inventé du début à la fin. Mais, à peu importe ce que l'on en dit, les amateurs d'OVNI vont toujours dire « Ah, on a essayé de le discréditer, c'est parce qu'il y a un complot. Parce qu'on commençait trop à en parler. On en parlait trop, donc on a voulu le discréditer en l'accusant d'être un menteur, pis ci, pis ça. Mais dans les faits, je pense qu'il n'y a aucun doute que Bob Lazar a inventé de toutes pièces cette histoire. Puis ce n'est pas tant sur ce qu'il dit de la zone 51 que sur le reste de sa vie qui pose problème, tu vois. Bob Lazar, il peut dire n'importe quoi quand il dit « j'ai travaillé dans la zone 51 ». On peut lui demander « oui, mais bon, à la cafétéria, est-ce que les patates frites sont bonnes ou pas bonnes ?» Il peut dire ce qu'il veut. Mais on a commencé à lui poser des questions plus simples. Toi, Bob Lazar, tu dis que tu es ingénieur, tu as travaillé, tu as un cours en ingénierie, oui, ou au MIT, Massachusetts Institute of Technology. Parfait. Et également à la Caltech, California Institute of Technology. Parfait. Quand tu étais à l'école, c'était qui ton professeur? Je me rappelle pas. Il y avait ben une fille d'un cheerleaders qui devait t'attirer. Je me rappelle pas. Et peux-tu nous nommer un gars qui était dans la même classe que toi, un ami, un pote? Je me rappelle pas. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas beaucoup d'amis. Alors on a vu ça à la commission Charbonneau. Alors, mais un chum, c'est un chum. Voilà. Mais on comprend que déjà là, ça c'était le maillon faible. Que Bob Lazar ne soit incapable de fournir la moindre indication sur ses professeurs, sur ses collègues de classe, sur les gens qui avaient côtoyé. Peu importe ce qu'il dit à propos de la zone 51, on dit souvent que le diable se cache dans les petits détails, et ce sont les petits détails qui ont tué
disons, la fable de Bob Lazar. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont sortis de là, qui sont arrivés avec le même genre d'histoire? Non, en fait, C'est le seul? Il y a d'autres gens qui ont sorti, qui ont dit, j'ai travaillé aussi dans la zone 51 avec des extraterrestres, mais tous ces gens-là, évidemment, acceptent de parler, on ne peut pas démontrer que ces gens-là ont travaillé là ou non. Ils témoignent sous le couvert de l'anonymat, parce que donc on sait si c'est rien. une base secrète, tu Voilà. peux pas t'identifier en disant, moi, j'étais là. Voilà. Par contre, en revanche, il y a des gens qui ont travaillé dans la zone 51 qui peuvent prouver qu'ils ont travaillé là. Et eux, leur discours est cette base-là ne sert à rien d'autre que à développer des avions. D'ailleurs, le président Clinton a lui-même dit à un moment donné à la télévision que quand il est devenu président des États-Unis, il avait entendu évidemment toutes ces histoires-là, Roswell, la zone 51. Et bon, évidemment, les gens diront, oui, mais le président Clinton peut nous mentir, mais là, bon, on joue le jeu de la conspiration. Le président Clinton avait dit, quand je suis devenu président, évidemment, j'avais entendu toutes ces histoires-là. Et une des choses que j'ai fait durant mon mandat, j'ai envoyé une délégation à la zone 51 pour voir ce qui se faisait là. Puis, finalement, j'ai découvert qu'on ne développait que des avions, rien de plus, pas d'extraterrestres, pas rien. Bon, mais tout ça pour dire que le plus grand phénomène culturel du 20e siècle, lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, c'est le phénomène des ovnis. Et ce phénomène des ovnis, il est né le 24 juin 1947 par cette observation, somme toute assez anecdotique, de Kenneth Arnold au-dessus du Mont Rainier, qui finalement, après enquête, a peut-être finalement vu qu'une volée d'oies. Mais c'est fou pareil. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire s'est tellement déformée à travers le temps, puis les gens voient tellement, tu sais, est-ce qu'il avait parlé d'une grosseur quand il a vu les fameuses soucoupes volantes? D'ailleurs, quand il parle de ces objets, il dit, il donne pas une grosseur des objets. Il était quand même assez objets. loin, il y avait quand même une... Loin. Et là, il dit, je les vois passer au-dessus du Mont Rainier. Il calcule leur vitesse à 2700 km/h. Or, quand des gens se sont penchés là-dessus, on a réenquêté sur l'affaire de Kenneth Arnold, on a sorti tous les documents qu'il avait signés. Évidemment, il a porté plainte auprès de l'armée, puis tout ça, il a raconté ça. Et quand on regarde ça, il y a un problème. Parce que si Arnold, il s'est probablement trompé dans son calcul de triangulation, parce que si les objets se déplaçaient, comme il le disait, et que ces objets se déplaçaient à 2700 km/h pour passer du Mont Rainier au Mont Adams, ces objets-là auraient dû avoir 10 km de diamètre. Donc, mon Dieu, ça n'a pas de sens. Donc, ce que les gens croient, c'est qu'en fait, Arnold s'est trompé dans son calcul. Les objets étaient beaucoup plus près de lui qu'il le croyait. Et comme ils étaient plus près de lui, ben évidemment, il a faussé son raisonnement. Hein. On le sait, si c'est plus près de moi, ça va prendre moins. Il me semble qu'une oie ne peut pas refléter la lumière comme un soleil. Faux. C'est justement ça. Il y a d'autres pilotes qui se sont laissés abuser par ça. Donc, il y a en fait la bernache du Canada qui, lorsqu'elle vole, effectivement, reflète la lumière du soleil et on ne voit que la pointe de ses ailes qui est plus sombre et qui pourrait donner cette impression de forme d'un croissant. Et, comme Arnold dit, ça se déplace en V. Et il y a une rangée de 4 objets et une rangée de 5 objets. Donc, et là, c'est pas une affirmation absolue, mais on a sérieusement remis en question le témoignage de Kenneth Arnold et on s'est sérieusement questionné sur la possibilité que Kenneth Arnold ait finalement vu qu'une volée d'oies. Et d'ailleurs, Kenneth Arnold, c'est assez amusant parce que, comme on l'a entendu dans ce témoignage, lui-même, il y a songé. Il dit, sur le coup, ça ressemblait à des cerfs-volants. Et je me suis posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être justement des oies? Ce qui montre bien que Kenneth Arnold avait déjà vu des oies et savait qu'il y avait une ressemblance entre ce qu'il observait et ce qu'il leur racontait qu'il avait vu. C'est une histoire qui est fascinante et qui a marqué le début de l'histoire des ovnis. Mais après ça, il y a tellement de gens qui ont aperçu des objets volants non identifiés, les fameux ovnis. Mais est-ce que ça a leur relancé des enquêtes? Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés avec des preuves un peu plus solides avec les appareils photo qu'on a aujourd'hui. Il doit bien y avoir des preuves qui nous font avancer puis faire en sorte que en 2016, on croit encore peut-être qu'il y a une vie extraterrestre? En fait, là, il y a... d'abord, réglons tout de suite cette question de vie extraterrestre et les ovnis. Il n'y a pas de lien entre les deux, en ce sens que le fait qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, ça, on est tous d'accord, et je pense que la statistique va dans ce sens-là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un astrophysicien qui remet ça en question. Moi, j'appelle ça un peu le syndrome du kangourou. On est tous d'accord qu'il y a des kangourous en Australie. Le problème, c'est que si tu me dis que tu en as vu un sur l'autoroute 20 ce matin, là, je vais me poser des questions. Et il est là, la question des ovnis, c'est le fait qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers, ça, on n'a pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? C'est là la grande question. Et malheureusement, je te dirais qu'aujourd'hui, là, en 2016, on n'a pas cette preuve-là.
toutes les enquêtes qui ont été menées jusqu'à maintenant, les enquêtes sur les ovnis ont commencé au sein de l'armée américaine, par exemple, en 1947. Elles ont perduré jusqu'en 1969. Et il y a eu d'autres enquêtes qui ont été menées. Au moment où on se parle, la France a un organisme étatique qui collige de l'information sur les ovnis et qui est dirigé par des ingénieurs en aéronautique. Là, on parle pas d'ufologues avec les bottes de caoutchouc qui vont dans le champ et qui ont des petits hommes verts. Là. On parle vraiment des ingénieurs en aéronautique qui colligent des informations sur les ovnis. Et ce qui ressort de toutes ces enquêtes, en fait, 70 ans de recherche sur les ovnis, c'est il y a visiblement, de temps à autre, de manière rarissime, mais quand même de temps à autre, il y a des phénomènes aériens qui se produisent, qui ont été bien documentés et pour lesquels on n'a pas d'explication. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est visité par des extraterrestres. Des phénomènes du genre, on voit juste quelque chose passer. On voit quelque chose. Est-ce qu'il s'agit de phénomènes naturels encore inconnus de la science? Est-ce qu'il s'agit de prototypes utilisés par les forces armées militaires, les forces armées américaines ou autres qu'on n'a pas identifiés? On le sait pas. Mais il y a des phénomènes aériens qui se passent pour lesquels on n'a pas d'explication. Mais ce même 70 ans de recherche sur les ovnis n'ont jamais apporté la moindre preuve que ces objets-là étaient d'une origine exotique, donc qui venaient d'ailleurs, d'une autre dimension, d'une autre planète. Et les conspirationnistes ont beau dire, oui, les preuves existent, mais l'armée nous les cache. Oui, c'est ça. Ce n'est pas journalistiquement parlant, c'est pas valable. Ça. Ben, c'est que la plupart du temps, quand tu te rends compte que, tu sais, tu commences à écouter quelqu'un qui va dire, admettons qu'il en a vu des ovnis et tout, au départ, son histoire va limite se tenir, mais le 3/4 du temps, l'argumentaire se termine en disant, ouais, ben là, on nous cache quelque chose. Tu sais, c'est de tout remettre en question les bases. Puis ça, c'est pas une explication. La conspiration n'est pas une explication. Tu sais, c'est un beau croire qu'il y a des accidents sur l'autoroute 20, mais de croire que tous les accidents de l'autoroute 20 se passent tous dans la maison de Madame Urtibise, puis qu'il n'y a jamais personne. En même heure, puis que jamais personne voit rien. Là, c'est louche. Là, ça devient un peu louche. Et il faut pas se le cacher. On a 70 ans qu'on s'intéresse aux ovnis depuis 70 ans. Et malgré ça, les ovnis, c'est la plus belle collection de photos floues de tout le domaine du paranormal. Hein? C'est vrai. On se dit, c'était d'accord dans les années 60, dans les années 70, on avait des appareils argentiques, puis c'était difficile de prendre une prise de vue, il fallait mettre la pellicule dans l'appareil. Aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables, etc. Et pourtant, est-ce qu'on a vu une qualité de photographie apparaître depuis l'avènement des téléphones intelligents? Pas du tout. On est toujours c'est des dessins, des dessins, c'est toujours les mêmes photos floues de petites lumières dans le ciel qu'on sait pas trop c'est quoi. Donc, je ne ferme pas la porte. Peut-être que oui, on est visité par des extraterrestres. Peut-être que les autorités nous cachent la vérité là-dessus. J'en doute, mais bon, restons l'esprit ouvert. Peut-être, hein, mais c'est sûr qu'on peut sérieusement se questionner sur le fait que jusqu'à maintenant, on n'ait jamais obtenu une preuve plus convaincante que des témoignages. Et des témoignages, on sait la faiblesse du témoignage. Tu sais, Laurence, que 24 heures après, on le sait, on a fait des tests là, psychologiques, 24 heures après l'observation de quelque chose, que ce soit un vol de banque, un accident sur la route, 24 heures après l'événement, les témoins commencent déjà à colorer le souvenir. Et la façon dont la mécanique de la mémoire fonctionne. Parce que tu fais une histoire. Oui, mais c'est parce que aussi, il faut comprendre les mécaniques de la mécanique de la mémoire. Quand tu racontes un événement, tu ne racontes jamais l'événement. Tu racontes toujours le souvenir que tu as de l'événement. Or, la mémoire, ce qu'elle fait, c'est que le souvenir n'est pas, contrairement à ce que certains pourraient croire, le souvenir n'est pas comme du béton. Il est malléable. Et à chaque fois que tu sors un souvenir de ta mémoire, pour le raconter, par exemple, tu racontes à ton chum, il m'est arrivé telle affaire, je le sors de ma mémoire. On a une mémoire sélective. On va choisir les éléments. Oui, absolument. Mais à chaque fois que tu le ressors et que tu le réencodes pour le remettre dans ta mémoire, tu l'as altéré. Autrement dit, tu ne sors pas un souvenir intact pour le remettre intact. Tu le sors, tu le racontes, tu le transformes et tu le resserres. Et la prochaine fois que tu vas reparler du même événement, tu vas le ressortir de ta mémoire, tu vas encore une fois un peu le retravailler, le remodeler pour le remettre à nouveau dans ta mémoire. Donc à chaque fois, c'est un peu comme si tu prenais une feuille sur un photocopieur et tu copiais la copie de la copie de la copie de la copie. À chaque génération, la copie originale devient de plus en plus faible, devient de plus en plus transformée, de moins en moins lisible.
Et là, évidemment, tu peux te mettre à interpréter n'importe quoi. Or, c'est un peu ça qui se produit avec les témoignages, et c'est pour ça que c'est pas très fiable un témoignage. On préférait avoir des preuves concrètes. Puis là, j'arrête tout de suite parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui vont dire, ah ouais, mais sur des témoignages, on a envoyé des gens en prison. Il y a pas si longtemps que ça, dans le Journal de Québec, on avait recensé toutes les observations qui avaient été faites au Québec en 2015, plus de 415 cas qui avaient été rapportés à travers la province. Puis entre autres, c'était en septembre, en Montérégie, l'été, puis c'était genre comme à 21h, que c'était le meilleur moment, le meilleur endroit pour observer des ovnis. Puis ça, encore là, on n'a pas de preuves tangibles. Et ça nous en dit beaucoup plus sur l'activité humaine que sur à 21h, en plein fin du mois d'août, début du mois de septembre, on est tous dehors à faire des guimauves, et c'est là qu'on voit le plus d'ovnis. Donc, ça nous apporte beaucoup d'informations sur, en fait, l'activité humaine, mais pas beaucoup sur les ovnis. Et s'il y avait autant d'observations, s'il y a eu autant d'observations en 2015 au Québec, c'est parce qu'au Québec, il y a plus de groupes qui s'intéressent aux ovnis qu'ailleurs au Canada. Puis il y a les drones aussi, ça commence de plus en plus. Bien sûr qu'il y a des drones, mais le fait qu'il y a plus de groupes au Québec qui s'intéressent aux ovnis, ben évidemment, il y a plus d'observations. Les gens rapportent des observations, puis évidemment, on s'échange ça. C'est sûr que c'est un peu comme les fantômes. Hein. Au Québec, il y a à peu près 200 groupes de chasseurs de fantômes. Alors, on pourrait dire, ben il y a plus de fantômes au Québec qu'il y en a, par exemple, à Terre-Neuve. Non. Il y a plus de fantômes au Québec parce qu'il y a plus de chasseurs de fantômes au Québec. Et comme il y a plus de chasseurs d'ovnis au Québec qu'il y en a ailleurs dans le Canada, ben évidemment, il y a plus d'observations d'ovnis au Québec. Mais c'est assez amusant parce que ce que tu mentionnes, Yannick, j'ai parlé avec l'un des principaux pourvoyeurs de ces observations d'ovnis. C'est une organisation qui s'appelle l'AQU, l'Association québécoise d'ufologie. Ce sont des gens très sympathiques là, qui croient, bien sûr, ils croient aux extraterrestres. Ça les empêche pas d'être sympathiques. Espérons-le. Mais le dirigeant de cette organisation, Gilles Milot, m'a confié lui-même, et c'est vrai qu'il y a eu 400 observations, mais de ces observations, combien en avait-il là-dedans qui étaient intéressantes? Réponse, 0. 0. C'était toujours des petites lumières observées dans l'obscurité. Peut-être des lanternes chinoises, ou peut-être des drones. Bref, oui, beaucoup d'observations rapportées, mais des observations finalement peu convaincantes. Fait que faut faire attention quand on place l'étiquette OVNI, ben il y a OVNI et OVNI. Effectivement. Donc, voilà. Monsieur Christian Page, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'être passé en studio. Si on veut vous rejoindre, il y a toujours une façon qui est possible. Absolument. J'ai un site web qui est le christianpage.ca. Donc, les gens vont retrouver là-dessus toutes les coordonnées. Si on veut m'écrire, tout ça, il n'y a aucune difficulté. Monsieur Page, merci encore une fois. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée à vous deux. On fait une courte pause. Et de l'autre côté, c'est vos blagues du vendredi dans Marceau le soir. Marceau le soir.